Préface 1. Dans la préface qui précède son ouvrage, un auteur explique habituellement le but qu'il s'est proposé, l'occasion qui l'a conduit à écrire et les relations qu'à son avis son œuvre soutient avec les traités précédents ou contemporains sur le même sujet. Dans le cas d'une œuvre philosophique, un pareil éclaircissement paraît non seulement superflu, mais encore impropre et inadapté à la nature de la recherche philosophique. En effet, tout ce qu'il faudrait dire de philosophie dans une préface, un aperçu historique de l'orientation du point de vue du contenu général, et des résultats, une enfilade de propositions éparses et d'affirmations gratuites sur le vrai, tout cela ne pourrait avoir aucune valeur comme mode d'exposition de la vérité philosophique. En outre, puisque la philosophie est essentiellement dans l'élément de l'universalité qui inclut en soi le particulier, il peut sembler qu'en elle, plus que dans les autres sciences, dans le but et dans les derniers résultats, se trouve exprimer la chose même dans son essence parfaite. En contraste avec cette essence, l'exposition devrait constituer proprement l'inessentiel. Au contraire, dans l'idée générale de l'anatomie, par exemple, la connaissance des parties du corps considérées en dehors de leurs relations vitales, on est persuadé qu'on ne possède pas encore la chose même, le contenu de cette science, et qu'on doit en outre prendre en considération attentive le particulier. De plus, dans un tel agrégat de connaissances qui, à bon droit, ne porte pas le nom de science, ni causerie sur le but et sur les généralités de cet ordre, n'est pas ordinaire, très différente du mode purement historique et non conceptuel selon lequel on parle aussi du contenu lui-même, des nerfs, des muscles, etc. La philosophie, par contre, se trouverait dans une situation toute différente si elle faisait usage d'une telle manière de procéder, alors qu'elle-même la déclarerait incapable de saisir la vérité. De même, la détermination de la relation qu'une œuvre philosophique croit avoir avec d'autres tentatives sur le même sujet, introduit un intérêt étranger et obscurcit ce dont dépend la connaissance de la vérité, d'autant plus rigidement la manière commune de penser conçoit l'opposition mutuelle du vrai et du faux, d'autant plus elle a coutume d'attendre dans une prise de position à l'égard d'un système philosophique donné, ou une discordance, ou une contradiction, et dans une telle prise de position, elle sait seulement voir l'une ou l'autre. Elle ne conçoit pas la diversité des systèmes philosophiques comme le développement progressif de la vérité. Elle voit plutôt seulement la contradiction dans cette diversité. Le bouton disparaît dans l'éclatement de la floraison. Et on pourrait dire que le bouton est réfuté par la fleur. À l'apparition du fruit, également, la fleur est dénoncée comme un faux être là de la plante, et le fruit s'introduit à la place de la fleur comme sa vérité. Ces formes ne sont pas seulement distinctes, mais encore chacune refoule l'autre parce qu'elles sont mutuellement incompatibles, mais en même temps, leur nature fluide en fait des moments de l'unité organique dans laquelle ils ne se repoussent pas seulement, mais dans laquelle l'une est aussi nécessaire que l'autre, et cette égale nécessité constitue seule la vie du tout. Au contraire, la contradiction à l'égard d'un système philosophique n'a pas elle-même coutume de se concevoir de cette façon, et d'autre part, la conscience appréhendant cette contradiction ne sait pas la libérer ou la maintenir libre de son caractère unilatéral,
Ainsi, dans ce qui apparaît sous forme d'une lutte contre soi-même, elle ne sait pas reconnaître des moments réciproquement nécessaires. L'exigence de tels éclaircissements comme la façon de la satisfaire passe très facilement pour l'entreprise essentielle. En quoi pourrait s'exprimer la signification interne d'une œuvre philosophique mieux que dans les buts et les résultats de cette œuvre? Et comment ceux-ci être, pourraient-ils être connus d'une façon plus déterminée que par leur différence d'avec ce que la culture du temps produit dans la même sphère? Mais si une telle opération doit valoir pour plus que pour le début de la connaissance, s'il doit valoir pour la connaissance effectivement réelle, il faut alors la compter au nombre de ces découvertes qui servent seulement à tourner autour de la chose même et unissent l'apparence d'un travail sérieux à une négligence effective de la chose même. La chose, en effet, n'est pas épuisée dans son but, mais dans son actualisation. Le résultat non plus n'est pas le tout effectivement réel, il l'est seulement avec son devenir. Pour soi, le but est l'universel sans vie, de même que la tendance est seulement l'élan qui manque encore de sa réalité effective, et le résultat nu, le cadavre que la tendance a laissé derrière soi. Pareillement, la diversité est plutôt la limite de la chose. Elle est là où la chose cesse, où elle est ce que cette chose n'est pas. De tels travaux autour du but et des résultats, autour de la diversité des positions philosophiques et autour des appréciations de l'un et de l'autre sont moins difficiles qu'ils ne le paraissent peut-être, car au lieu de se concentrer dans la chose, une telle opération va toujours au-delà d'elle, au lieu de séjourner en elle et de s'y oublier. Un tel savoir s'attaque à quelque chose d'autre et reste plutôt près de soi-même au lieu d'être près de la chose et de s'abandonner à elle. Il est très facile d'apprécier ce qui a un contenu substantiel et compact. Il est plus difficile de le saisir, mais il est extrêmement difficile d'en produire au jour la présentation scientifique, ce qui concilie les deux moments précédents. Le début de la culture, du processus de la libération hors de l'immédiateté de la vie substantielle doit toujours se faire par l'acquisition de la connaissance des principes fondamentaux et des points de vue universels. Il doit se faire seulement d'abord en s'élevant par ses propres efforts à la pensée de la chose en général, sans oublier de donner les fondements pour la soutenir ou la réfuter, en appréhendant la riche plénitude concrète selon ses déterminabilités, en sachant formuler sur elle une sentence bien construite et un jugement sérieux. Mais ce début de la culture sera bientôt place au sérieux de la vie dans sa plénitude, sérieux qui introduit dans l'expérience de la chose même, et quand de plus la rigueur du concept descendra dans la profondeur de la chose, alors ce genre de connaissances et d'appréciation seront restés à la place qui leur convient dans la conversation. La vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le système scientifique de cette vérité. Collaborer à cette tâche, rapprocher la philosophie de la forme de la science, ce but atteint, elle pourra déposer son nom d'amour, du savoir pour être savoir effectivement réel. C'est là ce que je me suis proposé, la nécessité intérieure que le savoir soit science réside dans sa nature, et l'explication satisfaisante de ce point ne fait qu'un avec la présentation de la philosophie même. Pour la nécessité extérieure, en tant qu'elle est conçue d'une façon universelle, abstraction faite de la contingence de la personne et des circonstances individuelles,
Elle est là. Elle est la même que la nécessité intérieure et consiste en la figure dans laquelle le temps présente l'être là de ces moments. Si on pouvait montrer que notre temps est propice à l'élévation de la philosophie et à la science, cela constituerait la seule vraie justification des tentatives qui se proposent ce but, à la fois en mettant en évidence la nécessité de ce but et en le réalisant tout à fait.